Kelvin était un raté fini, mais en même temps un génie qui finit par se faire renverser par le fameux Truck-kun. Il est alors réincarné dans un monde fantastique où il parvient à séduire la déesse pour en faire son épouse et devient le plus puissant invocateur de rang S de ce nouveau monde. Nous le retrouvons ensuite dans une forêt où il finit par se réveiller sous un arbre sans aucun souvenir de sa vie passée. Alors qu'il se demande qui il est et où il se trouve, un petit menu apparaît devant lui et commence à lui parler. Isekai Seri lui explique qu'il a été réincarné dans un monde de magie et de fantasy où il peut devenir un véritable dieu de la drague, s'il le souhaite. Il vérifie ses statistiques sur le menu et découvre qu'il a choisi une excellente classe. Il apprend qu'il est un invocateur. Or, il semble plutôt soulagé de ne pas avoir choisi la classe Magical Girl et décide de trouver la ville la plus proche pour rejoindre une guilde et commencer sa vie d'aventurier de haut niveau. En traversant la forêt, l'interface révèle qu'Isekai Seri est en réalité la déesse Melfina elle-même. Quelques instants plus tard, il arrive dans une ville et Melfina lui parle de sa mémoire perdue, affirmant qu'après sa mort, il avait choisi de nombreuses capacités cheatées. C'est pour cette raison qu'il a pu faire d'une déesse son familier, et celle-ci a décidé de l'accompagner pour aider Kelvin à devenir le plus grand stratège de ce monde. Soudain, il lui demande pourquoi il ne peut pas la voir, et elle lui répond qu'il n'a pas assez de points de mana pour invoquer une déesse. Il entre ensuite dans une guilde et la réceptionniste, Enji, lui donne un formulaire à remplir. Alors qu'il s'apprête à décrire ses capacités d'invocateur, il est interrompu par Melfina, qui lui conseille de ne pas le faire, car la classe d'invocateur est extrêmement rare dans ce monde. De plus, il est probablement le seul invocateur de tout le royaume. Si cette information était révélée, il pourrait s'attirer des ennuis. Kelvin décide donc de garder ses véritables capacités secrètes et prétend être un mage rouge, obtenant ainsi sa carte de guilde sans attirer l'attention. Ensuite, on lui explique qu'il est un aventurier de rang F, et Anji lui précise qu'il doit accomplir 10 quêtes s'il veut faire évoluer son rang. Après ces explications, la réceptionniste lui montre une série de quêtes, et il décide de s'attaquer aux slimes dans la forêt, car il pourra ainsi tester ses sorts d'invocation sur eux. Avant cela, il achète une vieille baguette en bois avec le reste de ses bitcoins, et part pour la forêt, afin de gagner plus d'argent. Après avoir marché un moment, il finit par repérer des Slurp Juice Slimes, et se cache immédiatement dans des buissons, étant excessivement prudent, à l'instar de Seiya Ryugen. Il vérifie ensuite leurs statistiques, et réalise que les slimes sont assez faibles. Il décide donc de ne pas utiliser sa magie, et de les affaiblir simplement par des attaques physiques. Kelvin bondit, et tente une attaque surprise sur le slime avec son bâton, mais le slime sent qu'un perdant tente de l'attaquer, et l'un d'eux exécute une prise à la John Cena. Kelvin est frappé en pleine poitrine et projeté en arrière. Il se relève une fois de plus et se précipite pour attaquer, mais le slime esquive à nouveau car il est capable d'utiliser le haki de l'observation. Le slime contre-attaque alors 3 fois de suite, envoyant Kelvin au sol. Kelvin se relève une dernière fois et lance une attaque totale en faisant tournoyer son bâton. Mais le slime, tel un pro, esquive encore. Heureusement, cette fois-ci, Kelvin calcule que 11 font 2 et le frappe immédiatement avec une seconde attaque qui met le slime à terre, le laissant avec presque plus de PV. Kelvin s'approche, flairant une belle opportunité, et tend les bras. La magie d'invocation s'active, et le contrat avec le slime est conclu. Ensuite, il invoque le slime et prévoit de l'appeler Sui, mais Mukota ne l'autorise pas. Alors il donne à son slime le nom de Cloto. Par la suite, ils partent chasser d'autres slimes, et Cloto se révèle être une véritable menace, excité à l'idée de tuer ses frères et sœurs pour les absorber. Le soir venu, ils finissent par trouver un groupe de slimes et s'en approchent furtivement à travers un buisson. Kelvin dit à Cloto de s'occuper de celui de droite pendant qu'il gère l'autre. Ils bondissent bientôt hors des buissons. Kelvin utilise immédiatement sa magie du vent pour trancher le slime, tandis que Cloto exécute quelques mouvements de boxe dignes de Rocky Balboa avant d'éliminer son adversaire. Kelvin est confus, car Cloto semble extrêmement puissant. Il vérifie donc les statistiques de son slime et réalise que même au niveau 1, il possède des statistiques incroyables. Melfina explique que c'est parce qu'il est le seul invocateur de rang SS dans ce monde. Pour cette raison, tous les familiers de Kelvin bénéficient de pouvoirs surpuissants. Après avoir conclu un pacte de familier avec lui pendant qu'ils discutaient, Cloto découvre un autre slime et le bat à mort. Après le combat, Kelvin le rappelle dans sa Pokéball. Ensuite, il atteint Moisty Town et vend les noyaux des slimes pour 30 pièces d'or. Il a ainsi assez d'argent pour se nourrir et se loger pour la nuit. En traversant une ruelle, il aperçoit un groupe de cages contenant de nombreuses jeunes filles magnifiques portant des colliers d'esclaves. L'une d'elles est censée être une demi-elfe très rare, avec une aura de 10 000, capturée récemment. Il décide d'ignorer cela, car il était en mouvement,
et entre simplement dans une auberge pour prendre une chambre pour la nuit. Peu après, il descend dîner, et sa vie dans ce monde commence à prendre forme. Quelques jours passent, et il se lance dans d'autres aventures, combattant une meute de loups, des monstres et d'autres démons, bien décidé à devenir le plus puissant invocateur de ce monde. Plusieurs jours se sont écoulés depuis que Kelvin a commencé ses aventures, et il a enfin terminé sa 10e quête. Il se rend donc à la guilde, et est promu aventurier de rang E, ce qui semble susciter la jalousie des autres aventuriers. Quoi qu'il en soit, il demande une mission de haut rang, mais avant que la réceptionniste ne puisse répondre, un type efféminé et laid aux cheveux blonds nommé Cashel fait son apparition et lui suggère de s'occuper du Chevalier Noir. Il lui explique qu'il est un aventurier de rang D et veut que Kelvin rejoigne son groupe. Kelvin examine ses statistiques et réalise qu'il dépasse largement les capacités d'un aventurier de rang D. Il décline donc l'offre et propose plutôt une compétition pour voir qui parviendra à vaincre le Chevalier Noir en premier. Cashel semble surpris, mais accepte avant de quitter la guilde. Kelvin pense que Cashel pourrait lui tendre un piège et prévoit de lui jouer un tour pour faire des vues sur YouTube. Bien qu'il sache qu'il s'agit d'un piège, il décide de combattre le Chevalier Noir pour tester sa propre force. Cashel se rend dans une ruelle et retrouve ses amis, dont un clown aux cheveux bleus et un gros type qui ne gagnerait jamais le concours du plus grand perdant. Cependant, le gros type dit à Cashel qu'il veut simplement utiliser quelqu'un comme punching ball, et avec un sourire malveillant, Cashel lui dit de ne pas s'inquiéter, car il a déjà trouvé une victime. Après avoir atteint le château du Chevalier Noir, qui ressemble au manoir de Luigi, Cashel et ses coéquipiers se précipitent à l'intérieur et découvrent que toutes les créatures ont déjà été massacrées. Soudain, Kelvin surgit de l'ombre et leur dit qu'ils sont en retard. Il dit que bien que le Chevalier Noir se trouve derrière la porte, ils devront le combattre pour atteindre le boss final. Comme Cashel avait toujours eu l'intention de tuer Kelvin, il n'avait pas peur. Mais avant qu'il ne puisse réfléchir, Kelvin provoque Reiji en le traitant de gros perdant. Reiji se précipite alors pour tabasser Kelvin, mais ce dernier utilise sa magie pour transformer le sol en sable mouvant, piégeant ainsi le gros lard à l'intérieur. Ensuite, il lance ses lames de vent sur eux, Reiji les bloque tandis que les autres parviennent tout juste à esquiver les puissantes attaques. En voyant la puissance de Kelvin, Guimil est terrifié et commence à s'enfuir. Mais Kelvin, étant une menace, invoque immédiatement Clotho pour arrêter l'ennemi. Clotho s'est transformé en un monstre gigantesque qui poursuit l'affreux clown jusque dans le couloir. On découvre ensuite Kelvin en pleine aventure quelques jours plus tôt, alors que son slime, jus de glouton, commençait à agir bizarrement. Très vite, il a évolué en un monstre de slime géant, et Melfina lui a expliqué que Clotho était devenu l'une des invocations les plus puissantes au monde, capable de détruire un pays entier à lui seul. De retour au présent, Clotho projette le clown aux cheveux bleus contre un mur et l'assomme. Voyant cela, le gros lard utilise toute sa force pour sortir des sables mouvants, mais il est immédiatement saisi par Clotho. Alors que Cashel se précipite vers Kelvin pour le tuer, Kelvin décide de renverser la situation et les roue de coups. Ensuite, Clotho aide son maître à les ligoter avec une corde. Après cet échauffement, il ouvre la porte derrière lui pour découvrir un chevalier en armure muni d'une épée géante. Kelvin s'avance et décide qu'il va capturer le chevalier Transformer au lieu de le vaincre. Soudain, le Chevalier Noir refuse de se battre contre Kelvin et il s'assoit non loin pour discuter. Le chevalier lui raconte alors son histoire au service de différents rois et lui offre même un très vieux bonbon. Kelvin réalise que le chevalier est quelqu'un de sympathique et lui demande s'il serait prêt à conclure un pacte de familier avec lui. Le chevalier répond qu'il n'a rien de mieux à faire et qu'il acceptera seulement si Kelvin parvient à le vaincre au combat. Quelques heures plus tard, la bataille commence et Kelvin se précipite vers le chevalier. Il utilise ses lacérations de vent les plus puissantes, mais ses sorts n'ont aucun effet, tandis que Clotho tente d'attaquer l'adversaire par derrière. Le chevalier saisit facilement Clotho et l'empêche d'attaquer, et alors que Kelvin court vers lui et utilise la magie de la terre pour créer une diversion afin que Clotho puisse s'échapper. Peu après, le chevalier utilise une entaille dangereuse que Kelvin parvient à esquiver de justesse. Ensuite, Kelvin décide d'utiliser un autre sort de terre qui n'a aucun effet sur le chevalier. Cependant, le Chevalier Noir utilise une autre lacération aérienne que Kelvin esquive, tandis que Clotho s'engage dans un affrontement massif, le distrayant totalement et donnant à son maître l'opportunité d'activer un piège. Kelvin utilise une magie spéciale qui crée une gravité accrue autour du chevalier, le clouant au sol. Kelvin pense avoir gagné le combat, mais le chevalier utilise ses pouvoirs démoniaques cachés pour dissiper la magie de Kelvin avant de se précipiter vers lui et de lui envoyer des entailles très puissantes que Kelvin parvient à esquiver de justesse en utilisant sa magie de la terre.
Le chevalier réduit la distance incroyablement vite et tente de terminer la bataille, mais Kelvin utilise à nouveau son sort de gravité pour ralentir le chevalier, tandis que Clotho surgit devant lui et utilise l'attaque spéciale de type plante, lance-soleil, pour projeter son adversaire au loin. Le lendemain matin, Kelvin se rend à la guilde en portant le casque brisé du chevalier noir. Il est félicité par Enji et les autres aventuriers, car il a également capturé Cashel et sa bande, qui sont désormais emprisonnés pour leurs crimes. Plus tard, Kelvin prévoit de faire une sieste dans sa chambre, et il est révélé qu'il a réussi à conclure un contrat de familier avec le chevalier noir. Il se dirige donc vers sa chambre pour prendre un repos bien mérité, lorsqu'il remarque soudain un vieil homme qui semble avoir le béguin pour lui. Le vieil homme précise qu'il est hétéro et se présente comme étant Léo, le maître de la guilde. Kelvin est soulagé d'apprendre qu'il est hétéro et se demande pourquoi Léo le fixait ainsi auparavant. Après cela, sans perdre un instant, le maître de la guilde demande à Kelvin s'il vient d'un autre monde. Cette question choque Kelvin, qui vérifie immédiatement les statistiques de Léo pour découvrir que le maître de la guilde a un rang assez élevé. Cependant, il s'assoit pour prendre le thé, tandis que Léo explique à Kelvin qu'Anji lui a raconté non seulement que Kelvin avait capturé Cashel et sa bande, qui avaient assassiné de nombreux aventuriers, mais qu'il avait aussi vaincu le chevalier noir en solitaire, alors qu'il n'était que de rang E. Puis Léo confie à Kelvin qu'il sait qu'il est un invocateur. Kelvin est à nouveau sous le choc, et se demande s'il peut mentir sur son identité. Mais Melfina et Gérard lui disent tous deux qu'il ne pourra pas cacher sa véritable identité éternellement, ses serviteurs lui conseillant donc de trouver des alliés de confiance. Cela lui redonne confiance, et il révèle calmement à Léo qu'il est bien un invocateur, car il est inutile de le cacher plus longtemps. Ensuite, il demande à Léo pourquoi, puisqu'il aurait dû être capable de comprendre que Cashel et sa bande de mauviettes étaient des criminels, il ne les a pas arrêtés. Léo répond que Cashel appartient à une famille noble d'un royaume voisin, et qu'il n'était donc pas en mesure de les arrêter sans preuve. Cependant, Léo dit à Kelvin de se détendre, car il n'est pas là pour être son ennemi, mais préférerait être son ami, sans aucune ambiguïté. Léo révèle qu'il a déjà rencontré des personnes venant d'un autre monde, comme un type étrange qui était excessivement prudent, et un autre qui avait apprivoisé un Fenrir légendaire. De plus, certains d'entre eux sont les héros d'un royaume voisin. À ce moment-là, Melfina se souvient les avoir également réincarnés, et promet de donner plus de détails à Kelvin plus tard. Enfin, Léo affirme qu'une prophétie a été annoncée récemment, et que la déesse a déclaré que le roi démon allait bientôt être ressuscité. Bientôt. C'est donc pour cette raison que les monstres aux alentours deviennent si violents et puissants. Kelvin apprend que Léo veut qu'il défende Moistimire contre les monstres ordinaires, pendant que les héros s'occupent du roi démon. Kelvin demande ce qu'il obtiendra en retour, et Léo répond qu'il augmentera personnellement son rang d'aventurier, et qu'il le paiera avec une grande quantité de bitcoin. De plus, il sera libre d'accepter n'importe quel travail. En outre, ils lui fourniront tout le soutien possible, ne révéleront jamais son secret à personne et lui accorderont une liberté totale. Kelvin flaire une très bonne affaire et accepte l'arrangement. Il est donc immédiatement promu aventurier de rang B. Ensuite, il retourne à l'auberge pour déjeuner. Avant d'interroger Melfina sur l'histoire des héros réincarnés avant lui, Melfina l'informe qu'il n'y a pas si longtemps, Truck-kun a décidé de les renverser également, tuant 4 autres personnes venues du Japon. À cause de cet accident, elle a décidé de les réincarner dans ce monde en tant que héros pour combattre le roi démon. Peu après avoir terminé son repas, Kelvin sort l'argent qu'il a économisé en vendant des briques dans la rue. Avant de sortir, Melfina lui demande ce qu'il compte faire avec autant d'argent, et enthousiaste, il répond qu'il va acheter un esclave. Cependant, il repasse par la même rue que lors de son premier jour en ville, et remarque toutes les cages installées comme auparavant. Lorsqu'un homme passe en courant devant lui, complètement en flammes, le marchand d'esclaves réagit rapidement pour éteindre le feu. L'homme semblait être un client qui se fâche contre le commerçant et s'en va. Le traître expliqua à Kelvin qu'une de ses esclaves semble avoir une malédiction qui brûle quiconque la touche. Lorsque Kelvin le dépasse, il est choqué de voir qu'il ne s'agit de personne d'autre que la mignonne demi-elfe. Il vérifie ses statistiques et décide de l'acheter au commerçant. Sachant que la malédiction était plus forte que le saut des 9 bêtes à queue, le traître semble choqué par cela et essaie d'arrêter Kelvin, lui disant qu'elle a une malédiction qui pourrait le tuer. Mais Kelvin s'en moque et lui offre l'argent qu'il a gagné en vendant de nombreux cours en ligne avant de l'emmener. La fille elfe semble effrayée et enchaînée, mais commence à le suivre malgré tout. Il se retourne et essaie de la toucher. Mais la fille recule, en affirmant qu'elle a une malédiction et qu'elle ne veut blesser personne. Kelvin réalise qu'elle a le potentiel d'être une femme idéale, et lui dit calmement de ne pas s'inquiéter. Il touche doucement sa tête avant d'utiliser sa magie de rang SS pour dissiper la malédiction qui pesait sur elle.
La fille elfe est choquée d'apprendre qu'elle n'est plus maudite et éclate en larmes de joie, remerciant également Kelvin pour sa gentillesse et se présentant sous le nom d'Ephil. Ensuite, il lui dit de ne pas s'inquiéter et promet de la garder en sécurité. Puis, il ramène Shoti au crypte avant de demander à la grosse version de Big Mama en blanc de leur préparer à manger. La dame semble sceptique à propos de la fille, mais lorsque Kelvin lui dit qu'elle est une esclave qu'il a amenée, elle l'emmène dans la salle de bain pour la nettoyer et rendre Ephil jolie, pendant que Kelvin attend à la table des nuggets de poulet et des burgers. Après un certain temps, la dame revient avec Ephil qui est maintenant habillée en tenue de servante de Fashion Nova. Kelvin a dit à Ephil qu'il allait certainement coucher avec elle, ce qui a fait rougir Ephil. Ensuite, le dîner a été servi et au lieu de nuggets de poulet et de hamburgers, ils ont eu droit au plat maison préféré de Big Mama. Après le dîner, ils sont retournés dans la chambre. Kelvin lui a tout expliqué et lui a montré ses familiers. Ils ont vérifié les statistiques d'Ephiel et ont utilisé ses points de compétence. La nuit est vite tombée et tout le monde a décidé d'aller dormir. Mais Kelvin est devenu nerveux car il a réalisé qu'il était un perdant sans aucune expérience avec les femmes. Quelques mois se sont écoulés depuis que Kelvin a commencé l'aventure avec sa nouvelle coéquipière et ils sont désormais capables d'opérer de manière bien plus coordonnée. De plus, Ephil a fini par maximiser ses compétences en tir à l'arc et, grâce à sa magie du feu, elle est capable d'infliger des coups mortels aux ennemis en une seule frappe, ce qui aide énormément leur équipe puisque seule elle était capable d'utiliser des attaques à distance. Quant à Gérard et Kelvin, ils sont habiles au combat au corps à corps, malgré la classe d'invocateur de Kelvin. Après s'être occupés du Tran dans la forêt, ils sont retournés à la guilde où Angie les a félicités. Cependant, Kelvin a appris qu'après une autre quête, il serait promu aventurier de rang A, tandis qu'Ephiel pourrait être promu au rang B. Angie leur a dit de se préparer pour l'examen et a conseillé à Ephiel de ne pas trop s'inquiéter, car elle-même avait passé l'examen la dernière fois, en profitant de son invisibilité, pour vaincre l'examinateur sans effort et obtenir sa carte de rang C. Soudain, Angie a annoncé à Ephiel qu'un nouveau Costco avait ouvert à Moistimire et qu'il vendait aussi des sucreries. Angie a demandé à Ephiel et Kelvin s'ils voulaient l'accompagner au nouveau Costco pour manger quelques douceurs. Kelvin était plutôt du genre à ne manger que des steaks de Wagyu, mais comme Ephiel était déjà très enthousiaste, il a décidé d'accompagner les deux jeunes femmes le lendemain. Le lendemain matin, Kelvin attendait les filles en se demandant pourquoi Ephil lui avait demandé de prendre les devants. Angie arrive à la première et lui dit qu'une surprise l'attendait. Puis Ephil apparut dans sa nouvelle tenue Fashion Nova. Kelvin rougit devant sa beauté et lui dit qu'elle était sublime. Ensuite, il les accompagna au nouveau Costco qui venait d'ouvrir, avec l'intention d'acheter des sucreries japonaises, bien qu'ils fussent dans un autre monde. Ils goûtèrent de nombreuses douceurs délicieuses et Kelvin adora manger des choux à la crème pendant le repas. Beaucoup d'hommes étaient jaloux de Kelvin, car il avait l'air d'un dieu, du charisme séduisant, de jolies filles. Soudain, un groupe de nobles apparut. Jaloux de ne jamais pouvoir attirer une femme, l'un d'eux renversa leur table d'un coup de pied. Kelvin demanda à ces types à l'air stupide quel était leur problème. Mais l'un d'eux hurla qu'il se tenait devant le troisième prince du pays voisin, Treizen, créateur de crypto-monnaies. Le prince, gros et laid, décida alors d'insulter Kelvin, le traitant de moins que rien, et lui ordonna de lui livrer ses filles pour une fête privée. Après que le gros prince eut insulté ses compagnes, Kelvin, furieux, décida de donner une leçon à ce nain obèse. Il passa à l'action et projeta le noble aux cheveux violets contre le mur, terrifiant le gros personnage. Puis Kelvin activa sa magie musculaire et roua de coups l'autre individu, laissant le vilain porc seul. Ensuite, Kelvin s'avance vers le prince et utilise sa magie gravitationnelle pour l'immobiliser, tout en lui demandant ce qu'il fait dans ce pays. Le prince refuse de répondre, ce qui le contraint à s'écraser davantage contre le sol. Peu après, le prince milliardaire en bitcoin, un peu grassouillet, finit par cracher qu'il est venu rencontrer Léo, ayant entendu dire qu'un nouvel aventurier extrêmement puissant utilise actuellement cette guilde comme base. Il prétend vouloir que cet aventurier se mette à son service afin de gagner en gloire et de pouvoir conclure avec quelques filles. Kelvin lui répond alors qu'il ne travaillera jamais pour quelqu'un qui ne fait aucun effort physique. Par la suite, ils retournent à la guilde pour se reposer. Le lendemain, Melfina leur annonce des nouvelles, ayant récemment obtenu des informations sur les activités des héros, et elle donne à Kelvin leurs statistiques pour qu'il puisse les examiner. Kelvin remarque que les héros sont à peine plus forts que des PNJ, étant donné qu'ils ont été réincarnés il y a 1 an. Melfina acquiesce et affirme qu'ils ne valent rien, et qu'ils n'ont aucune chance de vaincre le roi démon. Bien que celui-ci soit bientôt ressuscité, Kelvin comprend que les héros sont loin d'être assez forts pour l'affronter. Comparé à lui qui n'est là que depuis un peu plus d'1 mois, les héros ne sont que des insectes. De plus, les membres de l'équipe de Kelvin sont déjà bien plus puissants et disposent d'un armement avancé.
Alors qu'ils inspectent leurs armes, Claire frappe à leur porte et informe Kelvin que Léo souhaite le voir. Kelvin se rend directement à la guilde, où Léo lui explique qu'un groupe d'aventuriers a récemment découvert une salle secrète au fond d'une grotte sombre, où résiderait un démon extrêmement puissant, potentiellement de rang S. Cependant, personne au sein de la guilde n'est capable de mener à bien cette mission, alors Kelvin accepte la quête. Dans l'après-midi, Kelvin et son groupe arrivent enfin sur les lieux pour y trouver Urd. Kelvin l'interroge alors sur d'éventuels développements, mais Urd révèle honnêtement qu'ils n'ont aucune idée de la puissance de ce démon. Ensuite, il les conduit dans une petite maison dotée d'une porte secrète qui permet à Kelvin et à son groupe de descendre des escaliers pour accéder à une grotte. Ils traversent par cette grotte sombre et malodorante qui semble très effrayante, mais étonnamment, Kelvin ne semble détecter la présence d'aucune forme de vie dans les environs. Après plusieurs heures de marche, ils atteignent une immense porte où Kelvin demande aux membres de son groupe de s'arrêter, car il peut sentir la présence non pas d'un, mais de 2 démons à l'intérieur de la pièce. Ils se préparent tous, et Kelvin ouvre la porte géante pour découvrir une salle remplie de crânes plongés dans l'obscurité. Cependant, il continue d'avancer lorsqu'il remarque soudain une jeune démone sur un autel. Cela surprend Kelvin, mais avant qu'il ne puisse réfléchir, il entend une voix derrière eux. Il se retourne et découvre un puissant démon qui se présente comme l'archidémon Victor. Un frisson parcourt l'échine de Kelvin lorsqu'il réalise que ce démon est sans aucun doute la deuxième aura de rang S qu'il avait détectée auparavant. Malgré cela, il garde son calme et lui demande qui est cette jeune démone. Victor ferme simplement la porte et la pièce s'illumine complètement. Ensuite, Victor affirme que la jeune fille sur l'autel est la fille de l'ancien roi démon. C'est une nouvelle très choquante, car même Melfina ignorait que le dernier roi démon avait une fille. Victor poursuit en expliquant qu'il a éliminé tous les monstres de cette zone afin que n'importe quel humain puisse facilement atteindre cette salle. Sans plus attendre, il attaque Kelvin sans aucune pitié. Heureusement, Gérard bloque la puissante attaque avec son bouclier, mais il est repoussé par la force écrasante du coup. Kelvin utilise immédiatement son sort de gravité pour l'immobiliser et lui demande ce qu'il leur veut. Victor révèle qu'il a placé un sceau sur la fille du roi démon et que seuls des humains peuvent le briser. Une fois le sceau levé, il comptait dévorer la fille de l'ancien roi démon pour devenir le démon le plus puissant qui soit. Après cela, Victor se libère du sort de gravité et se prépare à tuer Kelvin et son groupe. Mais au lieu d'être effrayé, Kelvin déborde d'excitation, n'ayant jamais affronté un ennemi aussi fort auparavant. Victor est déconcerté par l'enthousiasme de Kelvin au lieu de la peur qu'il attendait. Cependant, il utilise un sort de magie noire unique pour invoquer une armée de monstres morts vivants qui surgissent des crânes pour attaquer cet adversaire pervers, surexcité à l'idée de combattre un ennemi puissant. Soudain, Kelvin utilise sa lame de vent pour éliminer ces monstres, tandis que Gérard les écrase avec son épée. Ils sont en train de décimer l'armée adverse, mais Gérard prévient Kelvin que leur nombre pourrait poser problème s'ils ne font pas attention. Gérard utilise alors sa technique spéciale, la lame du chevalier noir, pour anéantir une grande partie des monstres. Alors qu'il continue d'attaquer l'aventurier le plus fort, Kelvin les abat sans hésitation. De plus, il était parfaitement préparé et avait acheté une grande quantité de Ulslurp Juice avant la bataille. Leur performance semble avoir étonné et impressionné Victor, à tant ils attaquent avec une synergie parfaite. Ensuite, Kelvin l'affronte et lui demande s'il veut commencer le combat immédiatement. En entendant cela, Victor se contente de rire et frappe le sol pour créer un nuage de fumée. Il recouvre tout, et comme le monstre semble être sous terre, Kelvin dit à Gérard de rester calme. Dès que Victor tente d'attaquer, Gérard parvient à bloquer le coup avec son bouclier. Ensuite, Gérard lance une autre attaque, mais Victor s'échappe avant de tenter de frapper Kelvin, qui réussit toutefois à esquiver. Quelques instants plus tard, Victor réapparaît devant Gérard et ils s'engagent dans un duel acharné, comme s'ils attendaient que l'adversaire fasse un mouvement pour remporter un duel Yu-Gi-Oh! Malheureusement, Victor parvient à surpasser Gérard grâce à son immense pouvoir démoniaque et le projette au loin. Mais avant qu'il ne puisse concevoir un nouveau plan, l'une des mains démoniaques tente de le frapper, à l'obligeant à bloquer et à bondir en arrière. À cet instant, Victor flaire une opportunité et apparaît derrière Kelvin. Il prévoit d'attaquer, mais heureusement, Cloto surgit et bloque l'assaut, sauvant la vie de son maître bien-aimé. Surpris par l'apparition d'un nouveau familier, Victor tente de balayer Cloto, mais celui-ci esquive. Pendant ce temps, Kelvin profite de cette distraction pour lancer une magie de lien sur le démon qui retient l'une de ses mains. Gérard accourt, prêt à attaquer, mais Kelvin l'arrête juste au moment où Victor utilise sa force pour briser les liens. Kelvin n'arrive pas à croire que ce démon possède la puissance d'une bête surpuissante et applique immédiatement un sortilège d'amélioration sur l'épée de Gérard.
Kelvin lui ordonne de lancer une attaque, mais Victor commence à sourire comme un nerd odieux. À sa main étant déjà positionnée derrière Kelvin, prête à frapper. Soudain, Kelvin ordonne à Éphil d'agir, et Victor est stupéfait de voir Éphil apparaître juste derrière lui avec une flèche chargée à bloc. Elle tire sur Victor, mais celui-ci parvient d'une manière ou d'une autre à ramener sa main pour bloquer le tir, subissant toutefois des dégâts considérables. Pendant que Gérard profite du moment pour frapper et trancher l'un des bras de Victor, Kelvin ordonne à tout le monde de reculer, alors que le démon se remet à rire, affirmant qu'il va prendre sa forme finale. Peu après, son corps commence à se transformer en un démon gigantesque. Réalisant qu'il deviendrait plus fort que Freezer, Kelvin tente rapidement de l'achever. Avant que Victor ne puisse achever sa transformation, Kelvin utilise un Earth Splitter, accompagné d'une flèche enflammée et des techniques spéciales de Gérard, mais il est un peu trop tard. Victor atteint sa forme finale, se révélant être un monstre capable de résister à des attaques puissantes, son armure bloquant facilement les dégâts. Victor se précipite immédiatement vers son adversaire, tandis que Kelvin crée un mur, qui est détruit sans difficulté. Au même moment, Gérard intercepte l'attaque et utilise toute sa force pour repousser Victor. Cela ne semble pas suffire, car le démon le domine rapidement et le plaque au sol. Alors que Victor s'apprête à porter le coup de grâce, il est touché au moment crucial par Éphil, qui le distrait avec des volées de flèches, tandis que Clotho les soutient. Cela donne à Gérard l'occasion de se remettre sur pied et de lancer une nouvelle attaque contre le puissant démon. Cette fois, Gérard déchaîne un immense combo de coups d'épée, mais Victor est étonnamment rapide et parvient à esquiver et à bloquer toutes les attaques. Soudain, Éphil recommence à viser Victor, et alors qu'il est occupé à tout esquiver, Clotho apparaît devant lui et tire une multitude d'épées maudites. Après avoir été frappé par tant de sorts de haut niveau, il est incapable de s'échapper. Kelvin profite de la situation et utilise l'un de ses sorts les plus puissants, accompagné des flèches enflammées d'Éphil et du rayon solaire de Clotho. La fusion de leur magie frappe Victor en pleine poitrine, le projetant contre le mur et provoquant une secousse violente. Des parties du plafond commencent à s'effondrer sur eux et la pièce entière est recouverte de poussière. Kelvin fut ensuite surpris de voir Victor utiliser son corps pour bloquer l'un des énormes rochers qui allait s'écraser sur la fille du roi démon. Peu après, il s'effondre au sol, totalement vaincu. Kelvin s'approche de lui et lui demande pourquoi il a tenté de sauver la jeune fille plutôt que sa propre vie. Finalement, Victor révèle la vérité et explique à Kelvin la raison de son combat. Victor confie qu'il était l'un des serviteurs les plus loyaux de l'ancien roi démon et qu'il avait pour mission de garder l'existence de sa fille secrète car cela pourrait la mettre en danger. Le roi démon craignait que les héros ou d'autres ennemis ne cherchent à la tuer. Victor est donc devenu son protecteur, lui apprenant à se battre, à lire et tout le reste dans un petit château aujourd'hui détruit. Kelvin apprend alors le jour où les humains sont arrivés avec le héros, surpassant largement les démons en nombre. Sachant qu'il n'y avait aucune issue, le roi démon confia à Victor une ultime mission, s'assurer que sa fille survive. De plus, il avait placé sur elle un sceau qui ne pouvait être brisé que par un humain au cœur pur. Alors que le véritable héros rendait son dernier souffle, Victor demande à Kelvin d'intégrer la jeune fille à son groupe et de lui faire découvrir le monde, car elle n'a connu que la mort et la destruction. Après avoir formulé ce souhait égoïste, le bras droit du roi démon s'éteint. Kelvin s'approche alors de l'autel et brise le sceau pour la réveiller. Une fois le sceau rompu, la jeune fille sort de son coma, semblant comprendre ce qui s'est passé, et se met immédiatement à pleurer. Peu après, ils sortent tous et Urde demande ce qui s'est passé à l'intérieur. Kelvin ment alors, prétendant que la jeune fille sur son dos n'est qu'une orpheline ordinaire qui avait été enlevée par le démon. De plus, il rapporte qu'ils ont réussi à vaincre le démon de rang S. Par la suite, il donne à Urde un morceau de l'armure de Victor et lui dit que c'est la preuve de leur victoire. Après avoir tout rapporté à Urde, Kelvin a voulu faire une pause et ils ont rapidement quitté la zone pour se reposer sur une montagne. Il sait que si quelqu'un découvrait l'identité de Sarah, ils auraient de gros ennuis. Pendant ce temps, Sarah semble s'être calmée et se présente à Kelvin. Soudain, elle lui demande s'il est sûr de vouloir un démon dans son groupe. Mais Kelvin ne peut évidemment pas laisser passer une chance de créer un harem et prévoyait de lui faire un massage thaïlandais avec beaucoup d'huile pour bébé qu'il avait acheté sur Amazon. Par la suite, elle était très nerveuse à l'idée de visiter une ville humaine. Heureusement, Éphil et les autres membres du groupe la réconfortent. Ensuite, ils retournent à Moistimire et tout ce que Sarah voit est nouveau pour elle. Cependant, Kelvin demande à Éphil de s'occuper d'elle pendant qu'il retourne à la guilde pour tout rapporter sur la bataille. Dès qu'il ouvre la porte pour retrouver les membres de son équipe, il découvre une fête et tout le monde l'attendait, car il avait été promu aventurier de rang A.
Ils boivent tous de la vodka aromatisée Prime Hydration pour s'enivrer et mangent jusque tard dans la nuit. Au milieu de la nuit, Kelvin s'est réveillé parce qu'il avait soif. Il a remarqué Sarah dehors en train de regarder la lune et elle a remercié Victor de lui avoir tout appris. Elle prévoyait également de profiter de sa vie et voulait vivre beaucoup de nouvelles choses avec Kelvin et son groupe. Quelques jours ont passé depuis qu'ils ont retrouvé Sarah et elle commence enfin à se confier à eux. De plus, Kelvin s'est mis à la forge et a créé des engrenages à l'aspect assez grossier pour Sarah, ainsi qu'une nouvelle épée Roblox pour Gérard. Sarah et Gérard ont remercié Kelvin pour avoir forgé tant de nouveaux objets, mais Kelvin semble épuisé après avoir joué à GTA 6 toute la nuit, alors il décide de faire une sieste. Soudain, il se souvient que depuis son arrivée dans ce monde, il n'a mangé que du pain et pas un seul grain de riz. Il décide immédiatement qu'il doit trouver un endroit où en acheter. Après quelques jours de recherche, il entend parler d'un royaume appelé Torouche. Il voyage donc en calèche à la recherche du plat préféré de Kelvin, tandis que Sarah s'émerveille encore de tout. Plus tard, elle regarde la rivière et Kelvin prévoit de lui apprendre à pêcher. Soudain, la calèche s'arrête lorsqu'une bande de voleurs hideux leur tend une embuscade. Une fille aux cheveux bleus, adepte d'OnlyFans, ordonne au cocher de ne plus bouger s'il tient à sa vie. Elle annonce ensuite qu'ils sont membres du gang du Vent Noir, mais Ephiel et Sarah ne sont pas impressionnés. Cependant, Kelvin apprend que ce groupe vit dans la région de Torres et qu'il s'agit d'une célèbre bande de bandits. Kelvin vérifie leurs statistiques et est déçu par leur faible niveau. Il se souvient que les PNJ de Moistimire étaient plus forts. Ceux-ci ne serviraient même pas d'échauffement. Il demande donc à Sarah de s'occuper d'eux, tout en lui précisant qu'elle ne peut pas utiliser ses nouvelles armes, car cela les tuerait. Bien que déçue, elle s'avance seule, ce qui surprend les voleurs à l'air stupide. Soudain, la fille fanatique se moque de Sarah et ordonne à ses coéquipiers de ne pas blesser les filles, car le patron voudrait les garder en vie pour jouer au strip poker avec elle. L'un des hommes tente une approche, mais il est projeté au loin. Cela choque le groupe de voleurs, mais la fille pense qu'il ne s'agit que de la chance du débutant. Ensuite, les autres attaquent Sarah, mais subissent le même sort, tandis que le colosse tente de l'écraser avec un énorme marteau. Malheureusement pour lui, Sarah arrête simplement le marteau d'une seule main. Ils avaient sous-estimé Sarah, la prenant pour une petite fille avec la force d'un enfant en bas âge, mais ils avaient totalement tort. Après un moment, Sarah leur donne une leçon et les attache tous avec une corde. La fille fanatique ne peut pas s'empêcher de l'ouvrir, et telle une influenceuse féministe classique, elle commence à leur hurler que son patron est niveau 70 et qu'il leur fera payer cela. Kelvin et Sarah restent impassibles et lui répondent que Sarah est elle-même niveau 95, ce qui la fait enfin taire. Ils arrivent finalement au royaume. Torash et Kelvin réalisent qu'ils ressemblent à une version ancienne du Japon. Ils ont observé les environs, et Ephiel comme Sarah ont découvert la mer pour la première fois. Ensuite, ils se sont rendus à la guilde des aventuriers, où une vieille dame à l'allure de raisin sec les a accueillis, affirmant que Léo lui avait parlé d'un célèbre aventurier aux cheveux noirs. De plus, ils ont appris que la directrice de la guilde avait fait partie du même groupe d'aventuriers que Léo. Cela a mis Kelvin en confiance, et il lui a parlé des voleurs qu'ils avaient capturés. La directrice a pris l'affaire très au sérieux et leur en a dit plus sur le gang du Vent Noir. Il a appris qu'ils avaient été autrefois vaincus par des aventuriers de rang A, désormais considérés comme des héros nationaux. Mais ces héros ont décidé de prendre eux-mêmes le contrôle du groupe et ont commencé à kidnapper des femmes et des enfants pour les vendre comme joueurs dans un Squid Game. Ephiel a suggéré qu'ils devaient immédiatement retrouver ces individus et les arrêter. Mais la directrice a rétorqué que ce n'était pas si simple, car s'ils s'en prenaient aux héros nationaux, cela pourrait causer de graves problèmes. Kelvin réfléchissait à la question lorsqu'il a soudainement senti la présence de personnes immobiles franchissant la porte principale de la ville. Ses soupçons ont été confirmés lorsqu'il a aperçu le héros et son groupe entrer en ville. Kelvin a alors dit à la directrice que si le groupe du héros avait démantelé ce gang de voleurs, le public ne pourrait pas être déçu. Et comme les héros n'appartiennent à aucun gouvernement, cela ne poserait aucun problème. La directrice a accepté cette suggestion et a invité les héros à la guilde, avant de leur expliquer la situation concernant le gang du Vent Noir. Pendant ce temps, Kelvin et son groupe se sont rendus dans la cachette des voleurs et en ont immédiatement assommé un. On voit ensuite un type, ressemblant à un Joker commandé sur Wish, en train de harceler des femmes. À ce moment-là, Kelvin ouvrit la porte et, avant que le type moche ne puisse réagir, Gérard le projeta contre le mur, mettant KO ce Joker commandé sur Wish. Ils avancèrent ensuite et ouvrirent la porte de la pièce où se trouvaient les chefs, et Kelvin insulta immédiatement leur mère. Cependant, une bagarre éclata, et le chef du groupe crut qu'il était au même niveau que Kelvin. Mais Kelvin lui fit rapidement comprendre que battre tout son groupe était plus facile que de faire frire des frites chez McDonald's. Soudain, le chef des bandits réalisa qu'il n'avait aucune chance, et Kelvin déclencha une puissante attaque magique. Pendant ce temps,
Toya et ses amis entrèrent ses dans la planque et commencèrent à parcourir les couloirs pour tenter de trouver les esclaves. Quelques minutes plus tard, ils tombèrent dû sur une porte et l'ouvrirent pour découvrir Cloto devant tous les otages. Toya sortit immédiatement son épée, mais Ruka courut devant Cloto et expliqua aux héros que ce Slim appartenait au Onichan qui les avait sauvés. Ils étaient confus, mais la mère de la jeune fille expliqua que des aventuriers de rang A étaient passés avant eux, qu'ils avaient libéré les otages et éliminé les bandits de cette pièce. Ils apprirent également que les aventuriers de rang A étaient partis plus loin pour s'occuper du chef des bandits. Ils avaient laissé Cloto derrière eux pour s'assurer que tout le monde soit en sécurité en leur absence. Ellie dit alors aux héros qu'ils devaient les retrouver rapidement, car les chefs étaient des guerriers surpuissants, entraînés par Monsieur Miyagi. Après avoir entendu cela, Toya et son groupe se précipitèrent immédiatement hors de la pièce dans le couloir. Lorsqu'ils trouvèrent une autre porte, ils firent irruption dans la pièce pour ne découvrir que les véritables chefs de gang gisant au sol. Mais ils croient à tort qu'ils étaient des aventuriers de rang A, qui avaient sauvé les esclaves. Ensuite, ils entrent dans une autre pièce pour trouver Kelvin et son groupe assis là, se comportant comme des voyous. Kelvin continue de jouer le rôle du méchant et dit à Toya que les aventuriers de rang A n'étaient pas de taille face à lui. Les héros sont choqués en entendant cela et prévoient de vaincre Kelvin. Soudain, il se lève et dit qu'il veut les défier en duel, et que le perdant devra exaucer un vœu du gagnant. Cependant, le groupe du héros ne brille pas par son intelligence, et ils acceptent. Soudain, Kelvin leur annonce qu'il va les combattre tous en même temps, seul. Au début, le gigachad Toya lui dit qu'il ne peut pas se battre ainsi car c'est déshonorant, mais les fils de son équipe le ramènent à la raison. Entre-temps, Kelvin rejoint son groupe et leur explique son plan pour utiliser les héros afin de capturer Christophe et sa bande de voleurs. De plus, il a vraiment envie d'affronter le groupe des héros pour voir leur puissance, et Kelvin veut également tester son nouvel équipement secret. Le groupe des héros prépare son prochain mouvement et se tient prêt au combat. Ensuite, nous voyons Toya se précipiter vers Kelvin, supposant que ce dernier est un mage. Il pense que Kelvin est faible, mais il a tort. Kelvin utilise alors simplement quelques boules de feu, mais Setsuna intervient et protège son camarade. Ensuite, elle a tenté de frapper Kelvin avec une puissante entaille. Soudain, Nana a ordonné à son dragon de feu d'attaquer l'ennemi avec son souffle de feu. Mais Kelvin a immédiatement utilisé un bonus de vitesse sur lui-même et est apparu derrière Miyabi. Il l'a touché par derrière en utilisant son armure spéciale. Nous apprenons alors que Skill Eater permet à Kelvin de copier n'importe quelle compétence qu'il souhaite. Il est donc capable de voler la compétence unique de Miyabi alors qu'elle tombe au sol. Toya s'est mis en colère, a attaqué Kelvin et a essayé de toutes ses forces de l'achever. Ensuite, nous voyons Nana commencer à soigner Miyabi tandis que Setsuna les protégeait. Toya lui dit d'arrêter de fuir, mais Kelvin répond qu'il doit devenir plus rapide pour l'attraper. Toya a donc attaqué à nouveau. À ce moment-là, Kelvin a utilisé son couteau à beurre pour bloquer les attaques. Soudain, son couteau à beurre préféré se brise lorsqu'il heurte l'épée de Toya. Cependant, Kelvin décide d'utiliser ses mains nues pour bloquer tous les coups et parvient à repousser son adversaire. Les filles sont plus que surprises car Toya possède des compétences à l'épée de rang S et Kelvin est toujours capable de le combattre sans aucune arme. Soudain, Setsuna décide de soutenir son ami et attaque, mais Kelvin esquive et lance un sort de terre. Il a créé un immense mur de terre devant elle et Setsuna a prévu de le trancher. Elle utilise alors sa compétence unique qui lui permet de trancher tout ce qu'elle souhaite et le mur est nettement coupé en deux avant même qu'elle ne puisse retrouver son équilibre. Kelvin lance un sort puissant en direction de ses adversaires. Mais l'explosion est bloquée par Toya, qui subit de lourds dégâts tout en sauvant Setsuna. Pendant ce temps, les membres de son groupe semblent inquiets pour lui, mais il se relève pour aussitôt recevoir une gifle de Setsuna qui lui dit de penser aussi à lui-même. La situation devient très gênante pour Kelvin, qui reste là à attendre pendant que les filles font la morale à leurs coéquipiers, ce raté pathétique, sur l'importance du travail d'équipe. Cependant, Kelvin leur demande s'ils ont fini de bavarder, car ils commencent à s'ennuyer ferme. Ensuite, Kelvin provoque les héros en leur demandant s'ils ont fini de changer la couche de Toya. À cet instant, il est ébloui par une fée, ce qui l'impressionne. Immédiatement après, Nana utilise sa magie de glace pour achever Kelvin et le libère, tandis que Miyabi utilise sa magie de gravité pour le stopper. À sa place, Toya et Setsuna courent vers Kelvin, ce qui contraint ce dernier à utiliser une magie d'explosion. Les héros encaissent de lourds dégâts, mais ils se relèvent et voient Nao Kelvin émerger de la poussière, totalement indemne. Kelvin donne alors un conseil à Nana et Miyabi, leur disant qu'après avoir lancé leur sort d'entrave, elles auraient dû enchaîner avec des sorts offensifs, ce qui aurait rendu son évasion bien plus difficile. Il ajoute ensuite à Setsuna que ses attaques sont beaucoup trop prévisibles et qu'elle ferait mieux de faire du OnlyFans plutôt que de se battre avec un katana.
Cela met Toya dans une colère noire. Il décide d'utiliser son pouvoir spécial et son épée se divise soudainement en deux. Setsuna se prépare également à attaquer, mais cette fois, c'est Nana qui frappe la première avec sa magie de glace la plus puissante, créant une multitude de stalactites sous les pieds d'Oshi de Kelvin. Pendant ce temps, Miyabi décide elle aussi de passer à l'action et utilise sa magie pour créer un immense golem. Elle commence alors à tirer des sorts de magie noire sur Kelvin, et Sera demande à ce dernier s'il a besoin d'aide. Voyant que la situation devient intéressante, il crée ses propres golems pour contrer l'attaque. Tout en ordonnant à ses golems de lui faire gagner du temps, il commence immédiatement à créer une multitude de cercles magiques autour de lui. Kelvin est un Sigma, et il effraie et déconcerte les héros. Mais très vite, Miyabi comprend qu'il tente de créer un sortilège unique capable de le libérer des stalactites de glace. Setsuna passe immédiatement à l'offensive et tranche les golems. Elle se dirige vers Kelvin, mais avant qu'elle ne puisse l'atteindre, il parvient à utiliser ce nouveau sort, qui génère une série de déflagrations surpuissantes, détruisant totalement les stalactites et le libérant. Cependant, Setsuna sait qu'elle ne peut pas le laisser prendre l'avantage et attaque à nouveau. Malheureusement, Kelvin est bien plus rapide qu'elle. Avant qu'elle ne puisse l'atteindre, il lui assène un coup de poing dans l'estomac, la mettant hors de combat. Soudain, l'ogre de Miyabi commence à l'attaquer, et il réalise que le meilleur moyen de le détruire est de viser son invocatrice. Il bondit alors dans les airs et neutralise également Miyabi, ce qui fait disparaître l'ogre instantanément. En voyant cela, Nana n'a plus qu'une seule option. Elle s'envole sur son bébé dragon et utilise un sort de glace pour s'envelopper dans un cristal givré. Mais avant qu'elle ne puisse l'atteindre, Kelvin utilise simplement la puissante magie de contrainte qu'il avait employée contre le démon de rang S, Victor. Cependant, Nana se retrouve immédiatement incapable de bouger et tombe du ciel comme une mouche morte. Toya parvient toutefois à la rattraper, mais il est furieux après avoir vu Kelvin blesser ses amis. Il commence alors à agiter son épée n'importe comment. Bien que Kelvin réussisse à bloquer son attaque grâce à son acquis de l'observation, et juste au moment où Toya commence à charger une attaque massive, Kelvin contourne sa défense avec aisance. Soudain, Kelvin assène un uppercut à son adversaire, le mettant KO instantanément. Quelques heures plus tard, Toya se réveille après avoir repris ses esprits, regarde autour de lui et se demande pourquoi ses coéquipiers le fixent avec inquiétude pendant que Kelvin discute avec Ruka. Au début, il cherche son épée, prévoyant d'attaquer à nouveau Kelvin, mais il réfléchit à la situation. Voyant la jeune fille assise près de lui sur les genoux de Kelvin, souriante, il est confus et demande ce qui se passe. Kelvin révèle enfin qu'il est simplement un aventurier et que son groupe a libéré les esclaves. Toya demande alors pourquoi ils ont dû se battre à ce moment-là. Il se souvient que pendant le combat, Kelvin n'arrêtait pas de leur dire ce qu'il faisait de travers et qu'il essayait probablement de les entraîner. Toya réalise que Kelvin est quelqu'un de bien, alors il s'excuse et lui demande de l'aider à devenir plus fort. Le lendemain matin, Kelvin rencontre la maître de Guildmiss, qui le remercie d'avoir capturé le gang du Vent Noir et affirme qu'ils croupissent tous dans une prison puante en ce moment même. Elle lui demande ensuite s'il compte rester plus longtemps en ville, mais Kelvin répond qu'il partira probablement bientôt après s'être reposé et avoir fait le tour de la ville. Ensuite, nous voyons Kelvin et ses amis dans une grotte près de la mer, tandis que Toya et ses filles se battent contre Carlo, le voisin de Bob l'éponge, comme exercice pour devenir plus fort. Ensuite, Kelvin les guide à travers les combats, et très vite, Carlo est vaincu et retourne à Bikini Bottom. Après cela, ils s'assoient tous pour profiter du pique-nique préparé par Eiffel et commencent à manger. Par la suite, Kelvin apprend comment Toya et ses amis ont été isekai'd dans ce monde. Selon Toya, il se détendait avec ses amis dans la salle de classe quand soudain tout a commencé à briller. L'instant d'après, ils ont rencontré une déesse nommée Melfina, qui leur a annoncé qu'ils étaient réincarnés dans un autre monde. Toya pensait qu'elle mentait, mais après s'être réveillé dans une cathédrale, il a été choqué de constater que la déesse disait la vérité. Cependant, ils ont été invoqués devant une prêtresse qui les guide depuis lors. Kelvin leur demande ce que son équipe ferait s'ils rencontraient un monstre de rang S. Toya répond qu'ils doivent être prudents et s'assurer de ne pas foncer tête baissée dans le danger. À ce moment-là, Sarah dit qu'elle a attrapé quelque chose d'important et un monstre boss de donjon de rang S apparaît derrière elle. Sarah commence immédiatement à le rouer de coups, prévoyant d'en faire de délicieux sushis, tandis que Toya et ses coéquipiers sont choqués de voir quelqu'un se battre contre un monstre de rang S. Plus tard dans la journée, Toya et les filles prévoient de partir pour accomplir leur devoir de héros, et Kelvin leur offre à chacun un pendentif qu'il a créé lui-même en guise de porte-bonheur. Les héros remercient Kelvin et lui disent au revoir. Kelvin se retourne et confie à Gérard qu'il prévoit de passer encore quelques temps à explorer ce continent. Alors qu'ils discutent, un messager arrive pour leur annoncer que la reine de Torash demande leur présence au palais.
Il se précipite immédiatement au château, et Kelvin, en l'observant de plus près, est surpris de constater qu'il s'agit d'une architecture japonaise ancienne, ce qui l'enthousiasme énormément. En entrant dans le château, ils retirent leurs chaussures avant de marcher sur les tatamis. Ils s'inclinent tous devant la reine, qui leur dit de ne pas s'encombrer de formalités et les remercie pour leur aide dans la capture du gang du Vent Noir et de leur chef, Christophe. Elle ajoute qu'en temps normal, elle aurait organisé une grande cérémonie publique pour les honorer en tant que héros, mais que, compte tenu du fait qu'ils sont des aventuriers de Parthénon, cela pourrait créer des tensions avec la population locale. Elle promet alors à Kelvin d'exaucer l'un de ses vœux. Kelvin, en bon simp, répond qu'il sait que Thorash produit une culture très similaire au riz de son ancien monde, et demande la permission d'acheter cette récolte à son royaume. La reine Tsubaki semble surprise, car tout le monde demande généralement une récompense de 100 bitcoins, mais Kelvin répond qu'il ne se soucie pas vraiment de ce genre de choses. Par la suite, elle organise un petit banquet pour les héros, et ils mangent tous une grande quantité de riz, accompagné de plats façon Panda Express, dont ils profitent à cœur joie. Quelques jours ont passé, et Kelvin séjourne toujours au château. On voit ensuite Eiffel arriver dans la pièce et commencer à préparer une multitude de plats japonais, ce qui fait sensation, car Eiffel possède des compétences culinaires de rang A. Où Kelvin commence à manger des boulettes de riz lorsque Tsubaki se joint à eux, affirmant que même ses propres chefs ne parviennent pas à préparer des boulettes aussi délicieuses. Elle se blottit alors contre Kelvin, le maître de la drague, et lui demande s'il souhaiterait rester à Thorash pour travailler pour elle, mais il décline poliment l'offre. Tsubaki rit et lui dit que s'il changeait d'avis, il serait toujours le bienvenu à Thorash. À la tombée de la nuit, ils se préparent tous à repartir pour Parthes, et Tsubaki leur révèle qu'ils vont utiliser un moyen de transport spécial. Elle lui explique que cela est lié à la porte menant au continent de Parthes, et qu'ils atteindront immédiatement Moisty Mire. Cependant, une fois le passage franchi, il se retrouve dans sa ville natale. Le lendemain matin, Kelvin prend son petit déjeuner en sirotant un thé glacé, Arizona. Ensuite, il annonce à Eiffel qu'il leur a acheté une maison. Ils sont tous ravis en découvrant l'immense manoir pour la première fois et s'empressent d'ouvrir la porte pour entrer. Quelques heures plus tard, ils retrouvent les deux esclaves qu'ils avaient secourus 2 semaines auparavant à Tarash et apprennent qu'Ellie et Ruka travailleront désormais comme domestiques dans ce manoir. Plus tard, Kelvin entre dans une pièce transformée en bain public japonais traditionnel et prend un long bain bien mérité avant de s'effondrer sur son lit pour passer la nuit. Soudain, il entend la voix de sa femme numéro 1, qui lui annonce qu'elle a terminé de créer son avatar. Au même moment, Kelvin réalise qu'il a accumulé suffisamment de points de mana pour l'invoquer. Il saute rapidement de son lit et récite immédiatement une incantation qui crée un cercle magique. À travers celui-ci descend la magnifique déesse Melfina, aussi belle que Kylie Jenner. Une fois Melfina invoquée, Kelvin lui confie qu'il a toujours voulu goûter au charme d'une déesse. Le lendemain matin, tout le monde est accueilli par Melfina à la table du petit déjeuner, mais personne ne semble la reconnaître jusqu'à ce qu'elle révèle avoir été invoquée par Kelvin la nuit précédente. Tout le monde est surpris de voir une déesse, bien qu'ils aient discuté avec elle à maintes reprises, mais ils s'habituent rapidement à sa présence. Alors qu'elle déguste avec plaisir les biscuits préparés par Eiffel, Kelvin lui demande s'il peut l'appeler par son vrai nom, étant donné qu'elle est une déesse célèbre. Elle se tourne alors vers Kelvin et, pour le remercier de l'avoir invoqué dans ce monde, lui offre une récompense en dessinant une fleur dans les airs grâce à sa magie. C'était comme un baiser indirect de la déesse, et elle prétend qu'il possède désormais la grâce de la déesse de la réincarnation. Ensuite, Melfina lui explique qu'il a obtenu 2 nouvelles capacités. La première est une compétence défensive utilisable une fois par mois. Cette capacité le protégera d'une attaque qui lui aurait autrement coûté la vie. Puis elle lui parle de la seconde capacité et révèle qu'il possède le pouvoir d'invoquer son propre héros dans ce monde. Plus tard dans la journée, Sarah défie Melfina en duel dans leur salle d'entraînement pour décider qui aura le droit de dépuceler Kelvin en premier. Gérard est enthousiaste à l'idée de ce combat car son abonnement Netflix a expiré. Il s'assoit calmement sur le banc, dans un coin aux côtés de Ruka, et laisse les filles s'affronter. Quelques instants passent et la lance de Melfina vole en éclats sous l'impact de leurs puissantes attaques. Malgré cette perte, Melfina sourit tandis que Sarah réalise que son gantelet a également été détruit. Cependant, elles se sont battues avec une intensité acharnée. Voyant une ouverture et avant que Sarah ne puisse prendre le dessus, Melfina tombe à genoux. Gérard applaudit tandis que Sarah m'aide à me relever. Après avoir pris un bain, Melfina décide de rendre visite à Kelvin, qui est toujours plongé dans ses pensées. Il n'arrive pas à comprendre pourquoi des héros doivent être invoqués dans ce monde. Melfina le surprend par derrière et Kelvin pense qu'elle essaie de reproduire la vidéo Two Girls One Cup, mais Melfina lui dit qu'il ne s'agit que de chocolat.
Ensuite, il lui demande pourquoi il est nécessaire d'invoquer des héros, et s'il n'existe pas un moyen d'arrêter le roi démon sans eux. Melfina lui explique que la réincarnation du roi démon est, en quelque sorte, un ordre naturel impossible à manipuler. Elle demande à Kelvin s'il a déjà regardé Avatar, le dernier maître de l'air, et Kelvin comprend ce qu'elle essaie de lui dire. Par ailleurs, elle lui précise que le roi démon ne peut pas être identifié car il ressemble à un démon ordinaire, mais 2 attributs spéciaux le distinguent. Cependant, le premier attribut transforme progressivement le bon démon en pur mal, et le second, un attribut extrêmement puissant, est la capacité d'annuler tout type de magie. Soudain, Melfina sourit et lui explique que les héros sont invoqués depuis un autre monde. Comme ils ne sont pas originaires de celui-ci, l'ordre naturel ne s'applique pas à eux. C'est pourquoi le roi démon ne peut pas annuler la magie des personnes renversées par Truck-kun ou invoquées après avoir été piégées dans un cercle magique lumineux. Kelvin semble toujours très sceptique à l'idée d'invoquer quelqu'un du Japon sans son consentement pour le jeter directement dans un monde de monstres et de démons où il sera contraint de risquer sa vie. En discutant de cela, Melfina semble comprendre l'inquiétude de Kelvin et lui explique qu'il a le choix de réincarner quelqu'un dans ce monde. Il apprend ainsi que les personnes réincarnées sont celles qui ont été renversées par Truck-kun et qui se voient offrir une chance de commencer une nouvelle vie. Alors que le soleil se couche et que l'obscurité s'installe, Kelvin finit par prendre sa décision. Il réincarnera un héros dans ce monde. Tout le monde se rassemble au sous-sol, tandis que Kelvin se prépare à utiliser sa compétence spéciale pour la toute première fois. Ephiel lui donne alors une canette de Red Bull White Edition, car il souhaite invoquer une personne normale et non un maniaque trop prudent. Il récite ensuite l'incantation, et soudain, un immense cercle magique apparaît sur le sol. Quelques instants plus tard, il demande à Melfina s'il a commis une erreur ou s'il a mal fait quelque chose. Melfina lui répond qu'il doit simplement faire preuve de patience, car la personne en cours de réincarnation semble être en train de choisir ses compétences. Kelvin attend encore un peu pendant que Melfina annonce que le processus de sélection est terminé, et peu après, une silhouette sombre émerge du cercle magique. Une fois la poussière retombée, Kelvin est soulagé de constater qu'il n'a pas hérité d'un personnage étrange, et il semble satisfait. Après avoir invoqué une travailleuse acharnée d'une usine chinoise, celle-ci regarde autour d'elle, confuse, se demandant où elle se trouve. Elle se présente immédiatement sous le nom de Rin et affirme avoir rencontré un ange avant d'arriver ici, qui lui aurait dit qu'elle deviendrait bientôt une héroïne. Elle semble soulagée d'avoir une seconde chance de mener une vie normale. Soudain, Rin est prise de fatigue, tout comme Kelvin, et ils s'endorment tous deux d'épuisement. Durant la nuit, Rin se réveille et se souvient qu'elle a été réincarnée dans un autre monde. Cependant, elle repense à ses derniers jours à l'hôpital après avoir été percutée par le fameux Truck-kun et même les médecins n'avaient rien pu faire pour la sauver. Elle sort ensuite du manoir et est ravie de contempler le magnifique ciel nocturne parsemé d'étoiles scintillantes. Kelvin apparaît soudainement et lui sourit, révélant qu'il a lui aussi été réincarné dans ce monde. Il ajoute qu'il n'a que peu de souvenirs de sa vie antérieure. C'est pourquoi il était très désorienté au début, n'ayant ni amis ni alliés, et se retrouvant totalement seul dans un monde inconnu. Mais il a fini par se faire beaucoup d'amis, et cet endroit est rapidement devenu son foyer. Il a continué à partir à l'aventure et à combattre divers monstres, et avant même de s'en rendre compte, il est devenu un aventurier de rang A. Pendant ce temps, Rin se demande pourquoi cet homme adulte est en train de se vanter de son argent et de sa célébrité devant elle. Cependant, elle lui confie qu'elle a toujours voulu vivre dans un monde fantastique, car elle était très malade, ne sortait jamais et n'avait pas d'amis. Alors, quand Truck-kun a décidé de faire d'elle sa prochaine victime, elle a été très surprise. Après cela, elle remercie à nouveau Kelvin de l'avoir invoqué dans ce monde. Soudain, Kelvin lui fait remarquer qu'ils ont tous les deux des cheveux noirs, ce qui n'est pas très courant ici. Par conséquent, Kelvin a dit à tout le monde qu'ils étaient frères et sœurs, venus d'un pays lointain appelé Little China. Elle est ravie de l'apprendre car, en tant que fille chinoise, elle adore Panda Express. Le lendemain matin, Kelvin emmène tout son groupe, accompagné d'Ellie et Ruka, dans la forêt enchantée pour une sorte de pique-nique. Rin est très heureuse et court partout pour en apprendre davantage sur ce monde, tandis qu'Ellie et Ruka demandent pourquoi elles sont là avec eux. Kelvin explique qu'il a placé 2 golems puissants à la porte pour garder leur manoir, mais qu'il souhaite tout de même qu'elles découvrent ce qu'est le combat, afin qu'en cas de problème, elles puissent se défendre sans être effrayées ou impuissantes. Pendant ce temps, Gérard abat un monstre et Sarah frappe un énorme monstre arbre, aussi appelé Tran. Par la suite, ils lancent une compétition pour voir qui pourra chasser le plus de monstres et s'enfoncent profondément dans la forêt. Soudain, Ephiel dit à Kelvin qu'elle sent la présence d'un Pokémon sauvage dans les hautes herbes qui s'approche d'eux. Kelvin demande à Mel de s'occuper de Ruka et Ellie pendant qu'ils se lèvent pour affronter le Pokémon sauvage, mais dès que celui-ci bondit pour attaquer,
Kelvin utilise simplement son sort de gravité qui le plaque au sol, rendant le loup incapable de bouger. Kelvin s'approche calmement de lui et attend que ses PV diminuent avant de lancer une Pokéball sur le loup. Le loup de l'ombre entre immédiatement dans la Pokéball de Kelvin et devient l'un de ses familiers. Après cela, il invoque le loup et les filles se précipitent pour serrer leur nouveau chien dans leurs bras. Soudain, Ephiel affirme qu'elle voit Urde et son groupe arriver dans leur direction. Peu après, Urde arrive et semble surpris de voir Kelvin et ses filles ici. Il demande si Kelvin et ses amis sont là pour combattre un monstre de rang S, mais Kelvin répond qu'ils sont venus pour un petit pique-nique. Urde réalise que Kelvin est fou après avoir appris qu'il est là pour un simple pique-nique dans une forêt dangereuse. Cependant, Urde lui annonce que ses coéquipiers ont eu l'opportunité de devenir des aventuriers de rang B et qu'il prévoit donc de vaincre quelques monstres ensuite. Kelvin présente les autres filles au groupe d'Urde, mais cela finit par les rendre jalouses. Après avoir réalisé que Kelvin est un séducteur hors pair, elle s'enfuit, dévastée. Ensuite, nous voyons Gérard, Cloto et Serra qui affirment avoir vu le groupe d'Urde dans la forêt. Kelvin explique qu'ils doivent tuer un tas de monstres. En entendant cela, un air coupable traverse leur visage. Kelvin demande ce qu'ils ont fait. Pendant qu'Ephiel utilise sa magie pour vérifier la présence de monstres, elle signale à Kelvin qu'elle ne peut en détecter aucun. Sarah a l'air très coupable et sourit avant d'expliquer qu'ils ont fini par tous les tuer. Kelvin savait qu'il avait fait une erreur, car les coéquipiers d'Urde ne pourraient pas obtenir de promotion. Il se précipite donc en ville pour s'excuser auprès de son ami, promettant de parler à Léo et de rejeter la faute sur Sarah. Urde lui dit de ne pas s'en faire, et pense que Kelvin est prêt à devenir un aventurier de rang S. Le lendemain, Kelvin et Rin lavent leur chien Alex, pour s'assurer qu'il soit propre après avoir vécu plusieurs années dans la forêt. Ensuite, Rin lui révèle qu'elle peut comprendre ce qu'Alex dit grâce à sa compétence spéciale appelée Google Translate. Kelvin est surpris, n'ayant jamais entendu parler d'une telle capacité. Quelques heures plus tard, Gérard appelle Rin au sous-sol, car son entraînement quotidien à l'épée commence. Les jours suivants, Rin s'entraîne beaucoup, tout en s'amusant à pêcher avec Sarah. Elle vit également quelques aventures avec son toutou Alex. De plus, elle dort chaque jour avec Alex, ce qui laisse à Kelvin et Melfina du temps, pour utiliser beaucoup d'huile pour bébé dans leur chambre. Plus tard dans la nuit, Kelvin réveille certains membres de son groupe et les rejoint pour discuter, tandis que Gérard a été posté pour garder la pièce afin de protéger Melfina et Ephiel. Ensuite, Serra dit à Kelvin qu'une bande de bandits à l'air suspect encercle leur manoir. Cependant, Kelvin utilise sa magie pour repérer tous les ennemis, mais remarque que le membre le plus gradé parmi eux n'est que de niveau 26, ce qui est plus faible qu'un tout petit. Sarah demande alors si elle doit s'en occuper, mais Kelvin lui dit de rester dans la maison. Il décide toutefois que Rin devrait s'en charger et lui demande de sortir pour battre ses faibles avec Alex. Avant de l'envoyer, il lui dit qu'elle devra affronter beaucoup d'humains répugnants dans ce monde et que ce serait une sorte de test pour voir à quel point elle est forte. Rin accepte et en échange, Kelvin lui donne des hacks Fortnite ainsi qu'une épée spéciale qu'il a forgée pour cette situation. Ensuite, elle sort vêtue de son armure aux côtés de Scooby-Doo et se prépare au combat. Les deux premiers individus qui pénètrent dans le manoir sont facilement vaincus. Elle en tue un avec son épée, tandis que Super Chien Alex s'occupe de l'autre. Kelvin et Sarah observent la scène depuis une fenêtre, et Sarah fait remarquer que le maniement de l'épée de Rin pourra bientôt être amélioré. Tous les intrus ayant infiltré le manoir ont été neutralisés. Cependant, Kelvin demande à Cloto de nettoyer les lieux et confie à Sarah la mission de veiller à ce que Rin ne soit pas blessé, car il part s'occuper des ennemis qui se cachent encore dans la forêt. Plus loin, on le voit se faufiler derrière le chef du groupe, ou qui attendait ses camarades. Soudain, Kelvin lui annonce que ses coéquipiers ont été envoyés en enfer. L'homme semble sous le choc, mais Kelvin prend un air de prédateur et prévoit de le forcer à ramasser le savon. Bien qu'il soit hétéro, quelques mois plus tard, le groupe de Kelvin se rend dans un village elfe au sein de la forêt de Crest. Ephiel se sent étrange et Kelvin lui explique que cela pourrait être dû à son sang elfe. On revient ensuite quelques jours en arrière. Léo a découvert que les assassins avaient été envoyés par le royaume de Trezen. Léo précise que le royaume de Trezen agit de manière très suspecte ces derniers temps. Par la suite, il apprend qu'il a reçu un message du roi des bêtes, Léonard. Cependant, Kelvin a été envoyé à Gon pour l'examen de promotion au rang S. Par la suite, nous apprenons qu'il a besoin de l'approbation de 2 souverains pour devenir un aventurier de rang S. Melfina leur explique alors que le roi Léonard est un guerrier très puissant et redoutable. En entendant cela, Kelvin est impatient de le rencontrer. Rin se demande pourquoi Léonard n'a pas accompli la tâche lui-même, et Kelvin soupçonne que Trezen est impliqué d'une manière ou d'une autre. Plus tard, ils sont attaqués par des elfes. Kelvin dissipe le malentendu et leur montre une lettre envoyée par le roi Léonard. Nelrus, l'ancien du village, les accueille et s'excuse pour leur ignorance.
Soudain, il regarde Éphil et l'appelle par le nom de Rumiel, ce qui choque et déconcerte la jeune femme. Une fois le malentendu levé, Kelvin l'interroge davantage sur Rumiel, soupçonnant que cela pourrait mener à des indices sur le lieu de naissance d'Éphil. Nesra explique qu'il y a 20 ans, il vivait au plus profond d'une forêt, sur le continent occidental. Surgissant de nulle part, un puissant dragon a exigé qu'on lui livre une elfe, menaçant de détruire tout le village en cas de refus. Face à leur refus, le dragon a commencé à attaquer le village. Rumiel a alors prévu de se sacrifier et a passé un marché avec le dragon. Elle est devenue son épouse en échange de la survie du village. Gérard demande pourquoi ils ont quitté le continent occidental alors que le dragon avait disparu. Nesra répond que quelques années plus tard, ils ont trouvé le cadavre de Rumiel dans la forêt et on craint que cela ne provoque le retour du dangereux roi dragon. Après avoir entendu cette histoire, il suppose qu'Éphil est l'enfant de Rumiel et du roi dragon en raison de la malédiction que Kelvin avait levée. Mais Melfina leur explique que les demi-elfes naissent toujours de l'union d'un humain et d'un elfe. Soudain, Nesra s'excuse auprès d'Éphil de ne pas avoir pu sauver sa mère. Éphil n'est pas en colère contre lui et dit qu'elle mène tout de même une vie heureuse. Ensuite, ils commencent à aborder le sujet principal. Kelvin pose des questions sur un nouveau type de monstre qui kidnappe des elfes dans cette forêt. Nesra répond que ces monstres leur causent d'énormes problèmes, car ils ne sont pas assez forts pour les vaincre. Les amis de Kelvin promettent de faire de leur mieux pour aider Nesra. Il leur en est reconnaissant, et Kelvin a un plan. Soudain, Kelvin a une idée, et demande à Nesra s'il peut obtenir la permission de rénover un peu leur village. Nesra fait confiance à Kelvin, et ses amis se doutent déjà que Kelvin prépare quelque chose de son genre habituel avec ce village. Dans la nuit, une armée de monstres, accompagnée de soldats, pénètre dans la forêt. Le chef de l'armée des bêtes démoniaques mixtes prévoit de kidnapper à nouveau de nombreux elfes. Mais l'un des soldats est tué, et ils sont désorientés. Les attaques ne cessent pas, et le chef leur ordonne de se cacher derrière les énormes monstres. Ensuite, nous voyons et ressentons qu'elle utilise son nouvel arc puissant et joue les American Sniper. Après cela, nous apprenons comment Kelvin a mis en place de nombreux pièges et que Gérard était impatient de se battre. Kelvin dit alors à ses amis d'attaquer et prévoit d'écraser ses ennemis. Quelques instants plus tard, un soldat rapporte au vice-commandant que l'armée de bêtes démoniaques mixtes a été anéantie dans la forêt. Le vice-commandant apprend qu'un seul aventurier a vaincu les monstres, ce qui le choque, et il prévoit d'utiliser leur arme secrète. Cependant, Rin et Melfina apparaissent, et les ennemis sont effrayés. Le vice-commandant utilise un objet magique et invoque un énorme golem. Il lui ordonne d'écraser leurs ennemis avec son coup de poing puissant. Mais Rin n'a pas peur. Soudain, Melfina a une excellente idée, et dit à Rin de s'occuper du monstre. Cependant, Melfina lui demande si elle a la confiance nécessaire pour combattre le golem seule. Rin répond qu'elle fera de son mieux et se lance directement dans la bataille pour vaincre l'affreux golem. Le seigneur géant tente alors d'écraser Rin, mais elle parvient à esquiver l'attaque avec facilité. Rin bondit sur le monstre et vise sa tête avec son épée. Malheureusement, son épée se brise et le seigneur géant l'effleure avec une attaque. Rin est consciente qu'elle serait morte si le monstre l'avait touchée, mais elle ne baisse pas les bras et se précipite vers son adversaire une seconde fois. Cloto lui donne de nouvelles armes et elle prévoit d'utiliser sa compétence de combat à 2 armes pour remporter ce combat. Elle lance alors une puissante attaque combinée avec Super Dogalex et ils parviennent à terrasser le monstre, laissant l'ennemi sous le choc. Soudain, le vice-commandant ordonne à son golem d'activer sa vraie forme et le seigneur géant devient un puissant golem de feu. Éphil s'inquiète pour Rin, mais Kelvin est convaincu que sa petite sœur s'en sortira. On voit ensuite le seigneur géant, aussi connu sous le nom de Ghost Rider, tenter de réduire Rin en cendres. Il lance son attaque, mais Rin esquive les assauts dangereux et déclenche une nouvelle attaque combinée avec Alex. Elle finit par vaincre à nouveau le golem des dieux, laissant le vice-commandant ennemi stupéfait de voir son puissant golem perdre face à une petite fille. Ensuite, nous voyons Kelvin se faire attaquer par un ennemi. Kelvin parvient à créer une barrière à temps et son adversaire le salue. Kelvin sent que son ennemi est fort et a hâte de se battre contre ce type affreux. L'homme se présente sous le nom de Cliff et, apercevant immédiatement Éphil, tente de la draguer en lui disant qu'elle est la plus belle fille qu'il ait jamais vue. En outre, il prétend être millionnaire en bitcoin et posséder une collection de G-Wagon chez lui. Soudain, il active son charme magique sur Éphil, mais avant que cela ne puisse contrôler son esprit, Kelvin l'arrête et utilise une décharge pour l'effrayer. Cela met Kelvin dans une colère noire et il ordonne à Cliff de cesser de toucher à sa petite amie. Cependant, Kelvin décide de jouer la carte de la prudence et vérifie les statistiques de son ennemi pour réaliser que Cliff est de niveau 421 et semble posséder de nombreuses capacités. À ce sujet, Kelvin lui crie dessus en lui demandant s'il a été réincarné.
En entendant cela, Cliff comprend que Kelvin est lui aussi réincarné. Toutefois, Kelvin sait que la situation pourrait très mal tourner, alors il dit à Éphil de se cacher quelque part. Lorsque Cliff la voit s'enfuir, il tente de lui crier de s'arrêter. Kelvin profite alors de cette occasion pour démolir la tour et la transformer en 4 énormes lances prêtes au combat. Dès qu'il aperçoit Cliff à travers la poussière, il tire immédiatement l'une des lances, le prenant au dépourvu. Malheureusement, la défense de Cliff est si puissante que la lance est repoussée. Cliff admet que sans son excellente magie défensive, les choses auraient pu mal tourner, mais Kelvin lui répond que ce n'est pas fini avant de lancer les 4 lances simultanément sur lui. Cependant, la barrière magique de Cliff les arrête toutes. Par la suite, Kelvin utilise quelques décharges magiques, mais toutes s'avèrent inutiles. Tandis que Cliff rit, Kelvin réalise qu'il affronte un adversaire semblable à Gaara de Naruto, et il est donc convaincu qu'il existe un moyen de briser la défense de Cliff. Soudain, Cliff tente de le distraire en lui disant que Ronaldo est derrière lui. Kelvin n'est pas dupe et sent que l'une des maîtresses de Cliff essaie de l'attaquer. À cet instant, Kelvin réalise que toutes ses filles semblent être sous le charme de l'étrange et unique compétence de guerre de Cliff. Il les repousse donc toutes, et Cliff lui dit qu'il ne peut pas gagner. Mais sorti de nulle part, un rayon surpuissant frappe la barrière de Cliff, et la détruit complètement. Cela choque Cliff, qui est surpris de voir Éphil. Pendant ce temps, Kelvin invoque un groupe de golems et les équipes de lance. Le vrai combat commence, et Cliff a l'intention d'écraser son adversaire. Suite à cela, Cliff se met dans l'ambiance du combat et sort son bâton avant qu'ils ne s'envolent tous les deux vers le ciel. Cliff le complimente pour avoir réussi à suivre sa vitesse. Au même moment, Kelvin est prêt à tester qui est le plus rapide et décide de le défier. Ils s'affrontent dans les airs et ce qui semblait être un duel entre deux mages se transforme rapidement en une bataille digne de la Troisième Guerre mondiale. Cliff semble avoir l'avantage alors qu'il poursuit Kelvin, mais ce dernier parvient à esquiver presque toutes les attaques assez facilement. Soudain, ils arrivent à un point où ils volent dangereusement près des golems en plein combat. Mais Cliff continue d'attaquer, et les déflagrations manquent de peu ses filles. Kelvin s'inquiète et lui crie qu'il va blesser ses coéquipiers s'il continue ainsi. Mais Cliff se moque de Kelvin, lui reprochant de trop se soucier des autres. Il affirme qu'ils sont tous deux des dieux dans ce monde, et que tous ceux qui ont le privilège de les servir devraient s'en sentir honorés. Cela met Kelvin en colère, car il pense à ses relations avec les habitants de ce monde. Il ne ferait jamais preuve d'une telle cruauté envers ceux qui l'ont toujours soutenu. Après cela, ils se préparent tous les deux. Cliff active sa barrière et Kelvin décide de déchaîner l'une de ses attaques les plus dangereuses. Leurs attaques s'entrechoquent et Cliff réalise que sa barrière a été brisée. Mais au même moment, la baguette de Kelvin est détruite. Soudain, Cliff se met à hurler comme une fille en pleine période de règles. Il réagit de manière excessive et prévoit de tout détruire. Il commence à charger sa magie de rang S, dont la puissance équivaut pratiquement à une catastrophe naturelle majeure. Le ciel entier vire au violet, tandis qu'un vent violent se met à souffler. Alors que tous les villageois lèvent les yeux, terrifiés, Kelvin atterrit au sommet d'une montagne et extrait de son slime un tout nouveau bâton qu'il n'avait jamais utilisé auparavant. Il commence à le charger en énergie magique et y ajoute du jus de slurp pour le rendre plus puissant. Alors que Cliff s'apprête à détruire toute la zone, le bâton de Kelvin se transforme en une faux magique et ils lancent tous deux leurs attaques. On voit alors Kelvin réussir à trancher la magie de Cliff, la divisant complètement en deux et annulant ainsi son sort. Après la puissante attaque, Kelvin remarque que Cliff est allongé au sol, les jambes tranchées. Il se dirige vers son ennemi amputé, le regard déterminé à mettre fin à ses jours. Mais avant qu'il ne puisse porter le coup de grâce, quelqu'un sauve Cliff. Kelvin se retourne et aperçoit un transformeur volant emportant Cliff. Tristan se présente et affirme être l'un des généraux du royaume de Trezen. Il révèle à Kelvin qu'il est le responsable des attaques contre le village des elfes. Cependant, l'homme de Trezen déclare qu'ils sont vaincus pour aujourd'hui et utilise sa magie de téléportation pour rentrer chez lui. Une fois les ennemis disparus, la bataille est enfin terminée, et Phil annonce la bonne nouvelle de leur victoire aux autres. Lorsque Nesra apprend leur succès, il semble très heureux de réaliser que le village est sauvé et prévoit immédiatement d'organiser un festin pour leur héros. Kelvin retrouve ses amis et remarque que Melfina, Sarah et Rin semblent faire la course. Rin finit par gagner et Kelvin félicite tout le monde pour leur soutien durant cette bataille. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils font la fête, Kelvin est assis au sommet d'une montagne. Le reste de son groupe finit par le rejoindre, accompagné d'une petite elfe qui se précipite pour serrer Kelvin dans ses bras. Soudain, elle éclate de rire et lui révèle que son véritable nom est Leonard. Il prétend avoir utilisé cet avatar pour l'espionner et découvrir les compétences de combat de Kelvin. Il est également fier d'annoncer
que Kelvin a réussi l'examen, ce qui signifie qu'il est désormais un aventurier de rang S. Léonard ajoute qu'une grande cérémonie sera organisée dans le royaume pour officialiser sa promotion au rang S. De plus, un petit tournoi sera organisé entre les autres aventuriers de rang S, ce qui enthousiasme énormément Kelvin, impatient d'y participer.